Un millionnaire a donné 950 $ à une humble fermière pour rembourser sa dette à un usurier et sauver sa vie. Le lendemain matin, il est resté figé en la voyant sur la tombe de sa bien-aimée morte il y a 26 ans. Le ciel de Lyon pleurait ce matin-là, comme il pleurait chaque 15 octobre depuis 26 ans. François Lemoine serrait les poings dans les poches de son manteau Burberry, observant les gouttes froides qui martelèrent la pierre tombale d'Isabelle Mercier, l'inscription gravée dans le marbre, 1972-1999. Emporté trop tôt, se brouillait sous l'eau qui ruisselait. « Pardon, mon amour », murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « 26 ans que je te demande pardon, et je ne sais toujours pas pourquoi tu es parti. » À 52 ans, François avait bâti un empire financier qui valait des millions. Mais chaque centime lui paraissait dérisoire face à ce trou béant dans sa poitrine. Isabelle aurait eu 48 ans aujourd'hui. Ils auraient peut-être eu des enfants, une famille, cette vie normale qu'ils avaient planifiée ensemble avant que tout s'écroule. Il déposa les roses blanches, toujours des roses blanches, comme celles de leur premier rendez-vous, et tourna les talons. La pluie redoublait d'intensité, transformant les allées du cimetière en rivières boueuses. François remonta dans sa Mercedes, mais au lieu de rentrer directement chez lui, il prit la direction du centre-ville. Quelque chose le poussait vers le marché couvert de Lyon. Cette routine qu'il s'était imposée les jours d'anniversaire d'Isabelle. Le marché grouillait de monde malgré la météo épouvantable. François se frayait un chemin entre les étals, respirant l'odeur mélangée du pain frais et des légumes mouillés. C'est là qu'il la vit, une jeune femme d'une vingtaine d'années, agenouillée dans la boue, implorait un homme imposant au crâne rasé. Ses cheveux châtains collaient à son visage trempé, et ses yeux, mon Dieu, ses yeux noisettes expressifs qui lui rappelaient douloureusement quelqu'un. « Monsieur Charpentier, s'il vous plaît, » sanglotait-elle, « donnez-moi encore un mois. Je vous promets que j'aurai l'argent. » L'homme, Denis Charpentier, la dominait de toute sa hauteur, un sourire cruel aux lèvres. François reconnut immédiatement ce salaud, pendant l'enquête sur la mort d'Isabelle. Son nom était revenu plusieurs fois. Aucune preuve contre lui. Mais François avait toujours eu des soupçons. « 950 €, ma petite Juliette, » gronda Denis. « Ton défunt mari me doit cette somme depuis des mois. Tu crois que je fais dans la charité. La ferme appartenait à ma mère adoptive, » plaida la jeune femme. « C'est tout ce qui me reste d'elle. Je ne peux pas la perdre. » François observait la scène. Fasciné malgré lui, cette fille, Juliette, avait quelque chose de familier dans ses gestes. La façon dont elle entrelaçait ses doigts quand elle était nerveuse, exactement comme Isabelle. Et puis, il y avait cette détermination dans le regard, cette fierté blessée mais intacte. « Tu as 48 heures », lâcha Denis en se penchant vers elle. « Après ça, la propriété sera saisie. Et crois-moi, petite, je trouverai d'autres moyens pour que tu me rembourses. » La menace était claire. François sentit une rage froide l'envahir, sans réfléchir. Il s'avança. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix posée qui masquait sa fureur. « J'ai pu m'empêcher d'entendre. » 950 €, c'est ça. Denis se retourna, jaugeant cet inconnu en costume sur mesure. « Qu'est-ce que ça peut vous foutre ?» François sortit son portefeuille et compta les billets avec une lenteur calculée. « Voilà votre argent. La dette est réglée. » Juliette le regardait, bouche bée, bouche, les larmes mêlées à la pluie qui dégoulinait sur ses joues. « Monsieur, je ne peux pas accepter. Vous ne me connaissez même pas. »« Peut-être, » répondit François en lui tendant sa main pour l'aider à se relever. Mais personne ne devrait avoir à s'agenouiller devant cette ordure. Denis empocha les billets en foudroyant François du regard. « On se reverra, le bourgeois. Et toi aussi, Juliette. Cette histoire n'est pas finie. » Il s'éloigna en bousculant les passants. François aida Juliette à épousseter sa robe trempée. « Que Dieu vous bénisse, monsieur, » murmura-t-elle, encore sous le choc. « Que les anges protègent votre bonté. » En parlant, elle porta instinctivement la main à son cou, touchant une fine chaîne en or qui dépassait de son pull. François sentit son cœur s'arrêter. Ce geste, il l'avait vu 1000 fois. Isabelle faisait exactement la même chose quand elle était émue. Ma mère adoptive disait toujours que les bonnes personnes apparaissent quand on en a le plus besoin, continua Juliette, en esquissant un sourire tremblant. François ne pouvait détacher ses yeux de cette chaîne. Elle était identique, absolument identique, à celle qu'il avait offerte à Isabelle pour leur fiançailles. Le petit cœur en or massif gravé de leurs initiales.
Cette chaîne qu'on n'avait jamais retrouvée sur le corps. Comment vous appelez-vous balbutia-t-il. Juliette Morel. Et vous? François Lemoine. Elle lui sourit avec une grâce naturelle qui lui coupa le souffle. Merci encore, monsieur Lemoine. Je ne sais pas comment vous rendre un tel service. Ce n'est rien, mentit-il bouleversé. Vraiment? Juliette s'éloigna dans la foule, mais François resta planté là. Sous la pluie battante, son esprit rationnel lui disait que c'était impossible, qu'il voyait des signes là où il n'y en avait pas, mais son cœur hurlait qu'il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, cette ressemblance troublante avec Isabelle, cette chaîne identique, et surtout cette sensation inexplicable qu'il connaissait cette fille depuis toujours. François Lemoine, homme d'affaires pragmatique et méthodique, se retrouvait soudain confronté à l'impossible. Il regagna sa voiture, les mains tremblantes, en démarrant. Il aperçut Juliette qui montait dans un vieux kangou poussif. Elle habitait forcément dans le coin. Il pourrait la retrouver? « Qu'est-ce qui t'arrive, vieux fou ?» se morigéna-t-il à voix haute. « Cette gamine pourrait être ta fille, sa fille. » Le mot résonna dans l'habitacle comme un coup de tonnerre. François s'immobilisa au feu rouge, laissant cette pensée folle prendre forme dans son esprit. Et si Isabelle avait été enceinte quand elle avait disparu? Et si cet enfant avait survécu? Non, c'était délirant. Les médecins légistes n'avaient rien mentionné. Mais alors, comment expliquer cette ressemblance saisissante, cette chaîne, cette connexion immédiate qu'il avait ressentie? Le klaxon d'une voiture derrière lui le ramena à la réalité. Le feu était passé au vert. François démarra, mais au lieu de rentrer chez lui, il prit la direction opposée. Il devait en savoir plus sur Juliette Morel. La pluie continuait de tomber sur Lyon, lavant les rues de leurs secrets. Mais certains secrets, François en était maintenant convaincu, attendèrent leur heure pour remonter à la surface. Et cette rencontre sous l'orage n'était peut-être pas le fruit du hasard. Dans son rétroviseur, il crut apercevoir la silhouette massive de Denis Charpentier, qu'il observait depuis l'entrée du marché. Un frisson lui parcourut l'échine. Si ses soupçons étaient fondés, il venait de se mettre en danger. Mais plus grave encore, il venait peut-être de mettre Juliette en danger aussi. 27 ans plus tôt, Lyon, 1998. « Tu es sûre que ça va aller, ma chérie ?» François caressait tendrement les cheveux d'Isabelle. Allongée sur le canapé de leur petit appartement, elle venait de vomir pour la 3e fois ce matin-là. Et son teint habituellement rosé tirait vers le verdâtre. « C'est juste un virus », murmura-t-elle en se blottissant contre lui. « Ça va passer. » Mais au fond de ses yeux noisettes, François lisait une inquiétude qu'elle ne voulait pas avouer. Isabelle Mercier, comptable rigoureuse de 26 ans, n'était pas du genre à tomber malade. Elle qui courait 10 km chaque dimanche, qui ne manquait jamais un jour de travail. On devrait voir un médecin, insista-t-il. Non, vraiment, ça va. Elle s'interrompit brusquement et se précipita vers les toilettes. François soupira, inquiet. Dans 3 mois. Il serait marié. Il avait économisé pendant 2 ans pour lui offrir la bague de ses rêves. Ce petit cœur en or avec leurs initiales gravées, Isabelle l'avait pleuré de joie quand il l'avait demandé en mariage sur les quais de Saône, un soir de juin où le soleil couchant embrasait la rivière. « François », la voix d'Isabelle tremblait depuis la salle de bain. « Tu peux venir, s'il te plaît. » Il la trouva assise sur le rebord de la baignoire, un test de grossesse à la main. Ses yeux brillèrent de larmes, mais cette fois, c'était de bonheur. 2 petites barres, chuchota-t-elle. « On va avoir un bébé. » François sentit le monde basculer autour de lui. Un bébé, leur bébé. Il prit Isabelle dans ses bras et la fit tournoyer, tous deux riant et pleurant à la fois. « Je t'aime », répétait-il comme une litanie. « Je vous aime déjà tous les deux. » Isabelle touchait constamment sa chaîne quand elle était émue, ce geste tendre qui le faisait fondre à chaque fois. « Notre petit miracle », murmurait-elle en posant sa main sur son ventre encore plat. Présent. Lyon. Octobre 2025. François secoua la tête pour chasser ses souvenirs douloureux. Assis dans sa Mercedes garée devant chez lui, il fixait la pluie qui battait le pare-brise. Isabelle était tombée enceinte en août 1998. Elle avait disparu en février 1999, à 7 mois de grossesse. Les médecins légistes avaient pourtant affirmé qu'elle n'était pas enceinte quand on avait retrouvé son corps. Mais Juliette Morel avait 26 ans,
Elle était donc née en 1999. Les calculs collaient parfaitement, son téléphone vibra. Un message de son assistant. « Monsieur Lemoine, le conseil d'administration vous attend pour la réunion de 14h. » François regarda l'heure. 13h45. Il envoya un message laconique. Reporté, urgence personnelle. Puis il démarra en direction de la périphérie de Lyon. Il lui fallut 1 heure pour retrouver le chemin vers la ferme de Juliette. Le GPS le mena à travers des routes de campagne sinueuses, bordées de champs détrempés et de vieilles maisons en pierre. La propriété se dressait au bout d'un chemin de terre, modeste mais charmante. Avec ses volets bleus et son petit jardin potager, François se gara discrètement derrière un bosquet et observa. Juliette était dans son jardin, malgré la bruine, bêchant la terre avec une énergie farouche. Elle avait troué son jean, et ses cheveux s'échappèrent d'une queue de cheval désordonnée. Mais elle était magnifique, cette détermination, cette force tranquille, exactement comme Isabelle, 26 ans plus tôt, ferme isolée près de Lyon-Carmen Morel, berçait doucement le bébé qui pleurait dans ses bras. La petite fille n'avait que quelques jours, mais elle était si fragile, si vulnérable. L'homme qui la lui avait apportée, ce Denis Charpentier aux yeux froids, lui avait raconté une histoire à dormir debout, la mère morte en couche, la famille qui ne voulait pas de l'enfant. Carmen n'était pas dupe. Elle savait reconnaître un mensonge quand elle en entendait un, mais après 15 ans de mariage stérile, après tous ces traitements qui avaient échoué, cette petite fille représentait son unique chance de devenir mère. 50 000 francs, avait dit Charpentier. Et vous n'avez jamais vu ma tête. L'enfant n'a pas de famille, pas d'acte de naissance, à vous de vous débrouiller pour la paperasse. Carmen avait acquiescé, les mains tremblantes. Son mari était mort l'année précédente. Elle était seule au monde. Cet enfant serait sa bénédiction. Comment elle s'appelle ? Avait-elle demandé. Elle n'a pas de nom, à vous de choisir. Carmen avait regardé le petit visage endormi, ses traits délicats, ses cheveux châtains duveteux. Juliette, avait-elle murmuré. Elle s'appellera Juliette. Charpentier était parti en laissant un sac avec quelques affaires de bébé et une chaîne en or. Sa mère portait ça. Si ça se trouve, ça a de la valeur. Carmen avait examiné le bijou. Un petit cœur gravé avec les initiales FL plus IM. Elle avait eu un pincement au cœur. Cet enfant avait une histoire, une famille quelque part. Mais elle était là maintenant. Et Carmen l'aimerait comme sa propre fille. Présent. Lyon-François sursauta quand Juliette disparut à l'intérieur de la maison. Il réalisa qu'il l'espionnait comme un malade et se sentit honteux. Mais bon sang, il devait savoir. Il devait comprendre ce lien inexplicable qu'il ressentait. Il démarra et prit la route du cimetière. Peut-être qu'en retournant sur la tombe d'Isabelle, il arriverait à remettre ses idées en place. Le cimetière était désert sous la pluie fine. François avançait entre les allées familières quand il aperçut une silhouette agenouillée près de la tombe d'Isabelle. Son cœur fit un bond. Juliette était là, déposant un petit bouquet de marguerites sauvages sur une tombe toute proche. Il s'approcha discrètement et lut l'inscription. Carmen Morel, 1950-2018, mère aimante et dévouée. Carmen, ma chérie, chuchotait Juliette, les larmes aux yeux. Donne-moi la force de découvrir qui je suis vraiment. Cette chaîne que tu m'as laissée, je sais qu'elle a un sens. Je le sens dans mon cœur. Elle touchait sa chaîne en or, exactement comme Isabelle le faisait. François en eut le souffle coupé. « Excusez-moi », dit-il en s'approchant doucement pour ne pas l'effrayer. Juliette sursauta et se retourna. « Monsieur Lemoine, qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens voir ma fiancée. » Il désigna la tombe d'Isabelle. Juste à côté. Elle est morte il y a 26 ans. Les yeux de Juliette s'arrondirent de surprise. Isabelle Mercier, c'était votre fiancée. Vous la connaissiez ? Non, mais je viens souvent ici rendre visite à Carmen. J'ai toujours remarqué cette tombe parce qu'elle est si proche. Je me suis parfois demandé quelle était son histoire. François sentit une émotion puissante l'envahir. « Et cette chaîne ?» demanda-t-il en désignant le bijou qui brillait à son cou. « Vous l'avez depuis longtemps ?» Juliette la caressa instinctivement. « Depuis toujours. Carmen m'a dit que ma mère biologique la portait. C'est le seul lien que j'ai avec mes origines. » Le cœur de François battait si fort qu'il était sûr que Juliette l'entendait. « Est-ce que je peux la voir de plus près ?» Elle hésita un instant, puis souleva la chaîne. François reconnut immédiatement le petit cœur en or.
les initiales qu'il avait fait graver. FL plus IM. Mon Dieu, murmura-t-il, les jambes flageolantes. Ça va, vous êtes tout pâle. François s'appuya contre une stèle pour ne pas tomber. Ces initiales, FL plus IM, François Lemoine et Isabelle Mercier, c'est moi qui ai fait graver cette chaîne. Je l'ai offerte à Isabelle pour nos fiançailles. Juliette le regardait, incrédule. Mais c'est impossible. Carmen m'a dit que ma mère biologique était morte en couche, et Isabelle, elle est morte en 1999, et moi je suis née... en 1999, termina François, la voix brisée. Quand exactement? Le 15 septembre 1999. François compta rapidement, 7 mois après la disparition d'Isabelle. Elle était enceinte, chuchota-t-il. Elle était enceinte quand elle a disparu. La pluie continuait de tomber. Mais ni l'un ni l'autre ne la sentèrent plus. Ils se regardaient, unis par une révélation qui changeait tout. Le silence qui suivit cette révélation était si lourd que même la pluie semblait avoir suspendu sa chute. François et Juliette se regardaient par-dessus les tombes, comme si un gouffre de 26 années s'ouvrait soudain entre eux. Vous pensez que... Juliette ne finit pas sa phrase, trop bouleversée pour formuler l'impensable. François hocha lentement la tête, les yeux rivés sur la chaîne qui brillait au cou de la jeune femme. Il faut qu'on parle, pas ici. Ils quittèrent le cimetière en silence, chacun perdu dans ses pensées. François proposa un petit café discret, qu'il connaissait près de la gare. Juliette le suivit dans son vieux Kangoo, les mains crispées sur le volant, l'esprit en ébullition. Le café chez Marcel était presque vide à cette heure de l'après-midi. Une vieille dame sirotait son thé près de la fenêtre. Et le patron somnolait derrière son comptoir. François choisit une table au fond, loin des oreilles indiscrètes. « Racontez-moi tout sur Carmen », demanda-t-il doucement en commandant 2 cafés. « Comment vous a-t-elle trouvé ?» Juliette tripotait nerveusement sa chaîne, ce geste si familier à François. Carmen ne parlait jamais de mes origines. Elle disait juste qu'elle m'avait adoptée quand j'étais bébé, que ma mère biologique était morte en accouchant, et votre père adoptif. Carmen était veuve quand elle m'a prise. Son mari était mort l'année d'avant dans un accident de tracteur. Juliette but une gorgée de café, les mains tremblantes. Elle m'a élevée avec tout l'amour du monde, mais j'ai toujours senti qu'elle cachait quelque chose. Parfois, je la surprenais en train de pleurer en regardant cette chaîne. François sentit sa gorge se serrer. Vous n'avez jamais eu de doute, jamais posé de questions. Si, bien sûr, surtout à l'adolescence, mais Carmen se murait dans le silence. Elle disait « Un jour, le destin t'apportera les réponses, ma chérie. En attendant, tu es ma fille, et c'est tout ce qui compte. » Et maintenant qu'elle est morte, Juliette fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe jaunie. Elle m'a laissé ça, avec pour instruction de ne l'ouvrir que quand le destin apporterait les réponses. Je n'ai jamais osé la décacheter. François fixa l'enveloppe comme si elle contenait la clé de tous les mystères. Et maintenant, Juliette leva les yeux vers lui, et François y lut la même détermination courageuse qu'il avait tant aimée chez Isabelle. Maintenant, je pense que le moment est venu. D'une main tremblante, elle décacheta l'enveloppe, à l'intérieur, une lettre manuscrite et une photographie. Juliette déplia la lettre et commença à lire à voix haute. « Ma chère Juliette, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te protéger des vérités douloureuses. Je t'ai menti, mon enfant, mais c'était pour ton bien. Tu n'as pas été adopté légalement. En mars 1999, un homme dangereux est venu chez moi avec un bébé, toi. Il m'a dit que ta mère était morte en accouchant, que la famille ne voulait pas de toi. Il m'a donné 50 000 francs pour que je te prenne et que je me taise. Cet homme s'appelait Denis Charpentier. Il m'a fait peur. Mais j'avais tellement envie d'être mère que j'ai accepté. Pardonne-moi, ma chérie. Il m'a laissé cette chaîne en disant qu'elle appartenait à ta vraie mère. Je n'ai jamais eu le courage de chercher la vérité, de peur qu'on te reprenne à moi. Si un jour quelqu'un vient te poser des questions sur tes origines, montre-lui cette photo. C'est la seule chose que j'ai gardée de ce jour terrible. » La lettre tremblait entre les mains de Juliette. François la regardait, médusé. Denis Charpentier. Encore ce salaud. La photo, murmura-t-il. Juliette la retourna et la posa sur la table. François eut l'impression de recevoir un coup de poing en pleine poitrine. C'était Isabelle, enceinte jusqu'aux yeux, souriante mais visiblement nerveuse. Elle portait la robe bleue qu'il lui avait offerte pour Noël, et sa main reposait tendrement sur son ventre rond.
Au dos de la photo, une date écrite au stylo bille, 12 février 1999, 3 jours avant sa disparition, chuchota François, les larmes aux yeux. Juliette fixait la photo, fascinée. C'est ma mère, ma vraie mère. Isabelle Mercier, la femme que j'aimais plus que ma propre vie. Ils restèrent silencieux un long moment, absorbant l'énormité de cette révélation. Autour d'eux, la vie du café continuait normalement, mais leur monde venait de basculer. Denis Charpentier, reprit François d'une voix dure. Ce fumier qui vous harcelait ce matin, il était déjà suspect lors de l'enquête sur la mort d'Isabelle, mais les flics n'ont jamais pu rien prouver. Vous pensez qu'il l'a tuée? J'en suis convaincue. Et maintenant, je sais pourquoi. Elle était enceinte. Il a dû la séquestrer, attendre que vous naissiez. Puis, François ne put terminer sa phrase. L'image d'Isabelle terrorisée, donnant naissance en captivité, était insoutenable. Mais pourquoi garder le bébé en vie? Demanda Juliette. Pourquoi ne pas? Parce qu'un bébé mort aurait posé des questions. En vous confiant à Carmen, il se débarrassait du problème tout en empochant de l'argent. Juliette porta la main à sa bouche, horrifiée. « Mon Dieu, vous croyez vraiment que nous sommes? Il faut faire un test ADN ?» dit François fermement, « pour en être sûr. Et s'il est positif ?» François la regarda droit dans les yeux. « Alors vous êtes ma fille, et Denis Charpentier a assassiné votre mère. » Pendant ce temps, dans un entrepôt de la banlieue lyonnaise, Denis Charpentier raccrochait son téléphone, le visage sombre. Ces hommes venaient de lui confirmer ce qu'il redoutait. François Lemoine fouinait dans sa vie privée. Et cette petite garce de Juliette semblait avoir trouvé un protecteur. Patron, son lieutenant, un colosse prénommé Bruno, attendait les ordres. Ce François Lemoine commence à me les casser, gronda Denis. Renseigne-toi sur lui, richesse, famille, point faible, je veux tout savoir. Et pour la gamine, Denis réfléchit. Après 26 ans, il avait cru cette histoire enterrée avec Isabelle. Mais si le moine commençait à poser des questions, surveille-la, discrètement, et si elle devient trop curieuse, il fit un geste éloquent en passant son doigt en travers de sa gorge. Bruno acquiesça et sortit. Denis resta seul dans son bureau. Fixant une vieille photo punaisée au mur, on y voyait un homme plus jeune en costume, serrant la main d'un politicien souriant. Georges Prévost, aujourd'hui sénateur influent. Denis décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Georges, c'est Denis, on a un problème. » Retour au café François, et Juliette était convenue de se retrouver le lendemain pour faire le test ADN. En attendant, François avait insisté pour raccompagner Juliette chez elle. « Faites attention », lui dit-il en la déposant devant sa ferme. « Denis Charpentier n'est pas un homme à sous-estimer. Et vous, il vous a vu ce matin au marché. » François eut un sourire sans joie. « J'ai de quoi me défendre. Mais vous êtes vulnérable. » Juliette posa impulsivement sa main sur la sienne. « Merci pour tout, si vous avez raison. Si nous sommes vraiment... Enfin, vous savez... Alors j'ai passé 26 ans à rêver de ce moment. » François sentit une émotion puissante l'envahir. Cette simple caresse, cette confiance spontanée, comme Isabelle. « Moi aussi, » murmura-t-il. « Moi aussi j'ai rêvé d'avoir une famille. » Juliette sortit de la voiture et se dirigea vers sa maison. François attendit qu'elle soit rentrée et que les lumières s'allument avant de repartir. Dans son rétroviseur, il aperçut une voiture sombre garée au bout du chemin. Ses phares s'allumèrent quand il démarra. Il était suivi. François accéléra, mais la voiture resta derrière lui. Ce n'est qu'en arrivant dans le centre-ville, dans les rues éclairées et fréquentées, que son poursuivant abandonna la filature. Denis avait réagi plus vite qu'il ne l'avait cru. La partie d'échecs venait de commencer. Le laboratoire d'analyse médicale de la rue Garibaldi était l'un des plus discrets de Lyon. François avait payé un supplément pour que les résultats soient traités en urgence et dans la plus stricte confidentialité. Le prélèvement salivaire avait pris 5 minutes, mais l'attente promettait d'être interminable. 48 heures, avait dit le technicien. Pas avant. Juliette était ressortie du laboratoire plus pâle qu'elle n'y était entrée. La réalité de ce qu'ils venaient de faire la frappait de plein fouet. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en rajustant son écharpe. « Maintenant, on attend, » répondit François. « Mais en attendant, j'aimerais en savoir plus sur cette époque,
sur les circonstances exactes de votre naissance. Ils s'installèrent dans un petit restaurant italien près du laboratoire. François avait choisi une table d'où il pouvait surveiller la rue. Depuis la veille, il avait la sensation désagréable d'être observé. « Racontez-moi, Carmen », dit-il en commandant 2 expressos. « Comment était-elle en mars 1999 ?» Juliette réfléchit, fouillant dans ses souvenirs d'enfance. « Carmen m'a toujours dit que j'étais arrivée chez elle comme un miracle. Elle venait de perdre son mari, elle était au plus bas, et soudain, un homme lui apporte un bébé contre de l'argent. Vous croyez qu'elle savait? Qu'elle se doutait que quelque chose clochait? » François sirota son café, pensif. Une femme qui rêve d'être mère depuis 15 ans ne pose pas trop de questions quand on lui offre ce qu'elle désire le plus au monde. Mars 1999. Ferme de Carmen Morel. Carmen sursauta au bruit du moteur qui remontait l'allée. Il était près de minuit, et elle n'attendait personne. Par la fenêtre de la cuisine, elle aperçut les phares d'une grosse berline noire. L'homme qui en descendit était impressionnant. Costaud, le crâne rasé, des yeux froids qui ne souriaient jamais. Il portait un couffin d'où s'échappaient de faibles vagissements. « Madame Morel ?» Sa voix était rauque, comme abîmée par trop de cigarettes. « On m'a dit que vous cherchiez à adopter. » Carmen ouvrit la porte, méfiante. « Qui vous a dit ça ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai ce qu'il vous faut. » Il souleva le couffin. « Une petite fille, 2 jours, sa mère est morte en couche. La famille n'en veut pas. » Le cœur de Carmen s'emballa. Elle s'approcha du couffin et découvrit le plus beau bébé qu'elle ait jamais vu. Des cheveux châtains duveteux, des traits fins, et quand la petite ouvrit les yeux, des yeux noisettes magnifiques, expressifs malgré son jeune âge. « Elle est parfaite », murmura Carmen. « Déjà conquise, 50 000 francs, lâcha l'homme sans préambule. « Cash, et vous n'avez jamais vu ma tête. » Carmen hésita. C'était énorme, presque toutes ses économies. Et les papiers, il n'y en a pas, officiellement, cette gamine n'existe pas. À vous de vous débrouiller pour la déclaration de naissance. Comment je fais ça? L'homme haussa les épaules. Accouchement à domicile, ça arrive encore. Trouvez-vous un médecin compréhensif? Carmen regardait le bébé, partagé entre l'excitation et l'angoisse. Et si la famille change d'avis, il y a plus de familles, dit l'homme d'un ton qui glaça Carmen. Plus personne ne viendra jamais la chercher. Il posa le couffin par terre et sortit un sac de sport. Les affaires du bébé, biberon, vêtements, ce qu'il faut pour les premiers jours. Carmen sortit l'argent d'une boîte à chaussures cachée dans son armoire. L'homme compta rapidement les billets et les fit disparaître dans sa veste. Ah, j'oubliais. Il fouilla dans le sac et en sortit une fine chaîne en or. Sa mère portait ça, si ça se trouve, ça a de la valeur. Carmen examina le bijou à la lumière de la cuisine. Un petit cœur gravé, très beau, très délicat. Elle ne savait pas lire l'anglais, mais elle reconnut les initiales. F, L, plus I, M. Je peux la garder. Faites ce que vous voulez. Moi, je me casse. L'homme remonta dans sa voiture et disparut dans la nuit, laissant Carmen seule avec le bébé qui pleurait doucement. « Chut, ma chérie », murmura-t-elle en prenant la petite dans ses bras. « Tu es chez toi maintenant. Je vais t'appeler Juliette, Juliette Morel. » Elle avait bercé l'enfant toute la nuit, refusant de penser aux zones d'ombre de cette adoption. Le bébé était là, c'était tout ce qui comptait, présent, restaurant italien. « Elle a vraiment réussi à vous faire un acte de naissance ?» demanda François, fasciné par le récit de Juliette. « Oui, le médecin du village était un vieil ami de la famille. Carmen lui a raconté qu'elle avait accouché seule, qu'elle avait eu peur d'aller à l'hôpital. Il a fermé les yeux et signé les papiers. » François hocha la tête. En 1999, les contrôles étaient moins stricts qu'aujourd'hui, et Carmen n'a jamais eu de remords. Si, parfois je la surprenais à regarder cette chaîne avec des larmes dans les yeux, elle disait « Ta vraie maman t'aimait, ma chérie, j'en suis sûre. » François sentit sa gorge se serrer. Isabelle vous aurait adoré. Son téléphone vibra. Un SMS de son détective privé. « RDV urgent, j'ai trouvé des choses sur Charpentier. »« Il faut que j'y aille, » dit François en se levant. « Gardez votre téléphone allumé. Et surtout, ne sortez pas seul le soir. Pendant ce temps, bureau de Georges Prévost, Sénat le sénateur Georges Prévost, raccrocha son téléphone d'un geste agacé. Denis Charpentier devenait un boulet,
Après 26 ans de bons et loyaux services, il commençait à paniquer pour une vieille histoire qu'il croyait enterrée. Georges se servit un cognac et contempla Lyon depuis les fenêtres de son bureau. Il avait gravi tous les échelons politiques grâce au service de Denis, le sale boulot, les pressions, les accidents bien organisés. Denis s'était toujours montré efficace et discret. Mais cette histoire d'Isabelle Mercier était différente. C'était le seul crime qu'il n'aurait jamais dû commettre. Une comptable trop curieuse qui avait découvert leur magouille financière. Denis avait été censé la faire taire définitivement, pas la torturer pendant des mois. Flashback, février 1999, entrepôt abandonné. Elle sait tout sur nos comptes offshore, avait expliqué Denis. Les virements, les sociétés écrans, tout. Georges regardait Isabelle, attachée sur une chaise au milieu de l'entrepôt, enceinte de 7 mois, terrifiée mais digne. Elle le fixait avec un mélange de dégoût et de défi. « Tuez-moi si vous voulez », avait-elle dit. « Mais mon enfant n'a rien fait. »« Justement », avait ricané Denis. « C'est notre assurance vie. Tant que tu es enceinte, ton fiancé nous fichera la paix. Il ne prendra pas le risque de nous dénoncer. » Mais François Lemoine avait quand même parlé à la police. L'enquête avait commencé et Denis avait paniqué. « Il faut qu'elle disparaisse », avait-il dit à Georges. « Et le bébé aussi ?» « Pas le bébé », avait protesté Georges, qui gardait encore un semblant de conscience. Un enfant, c'est différent. Alors, on attend qu'elle accouche. Après, on se débarrasse d'elle et on vend le gosse. C'est exactement ce qui s'était passé. Isabelle avait donné naissance dans d'atroces conditions, sans anesthésie, sans médecin. Denis avait trouvé cette Carmen Morel qui rêvait d'adopter. 50 000 francs pour se débarrasser du problème. Puis il avait drogué Isabelle et l'avait jetée dans la Saône, maquillant le meurtre en suicide. Présent. Bureau du détective. Denis Charpentier n'est plus le petit voyou de 1999, expliquait Michel Durand, le détective privé de François. Il contrôle maintenant la moitié du trafic de drogue de la région. Prêts usuraires, prostitution, blanchiment, un vrai parrain. François étudiait les photos étalées sur le bureau, Denis entrant dans des restaurants chics, serrant la main de politiciens, posant devant des Mercedes flambant neuves, et Georges Prévost, toujours dans le coup, Prévost couvre Charpentier. Et en échange, Charpentier finance ses campagnes avec de l'argent sale. Des preuves. Michel secoua la tête. Rien de tangible. Ces mecs-là sont malins. Mais j'ai trouvé autre chose. Il sortit un dossier. La ferme de votre Juliette, elle est construite sur un terrain qui vaut une fortune. François fronça les sourcils. Comment ça ? Le gouvernement va annoncer la construction d'une nouvelle autoroute dans 6 mois. Ce terrain sera parfait pour un échangeur. Denis Charpentier le sait déjà. Vous voulez dire qu'il harcèle Juliette pour récupérer sa propriété ? C'est plus que ça. Il a besoin de ce terrain pour ses trafics. Un échangeur autoroutier. C'est parfait pour faire transiter la drogue. François comprit soudain l'urgence de la situation. Denis ne lâcherait jamais Juliette. Pire, maintenant qu'il savait que François s'intéressait à elle, il risquait de devenir violent. Son téléphone sonna, un numéro inconnu, Lemoine. La voix était rauque, menaçante. Denis Charpentier, on se connaît pas, mais j'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à ma petite protégée. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voir ce soir, 21h, l'entrepôt Martineau, zone industrielle de Vénissieux, venez seul. Et si je refuse ? Alors il risque d'arriver des bricoles à Juliette. Ce serait dommage. Une si jolie fille. La ligne se coupa. François regarda Michel, livide. Il veut me voir ce soir. N'y allez pas. C'est un piège. François réfléchit rapidement. S'il n'y allait pas, Denis s'en prendrait à Juliette. S'il y allait, il risquait sa vie. Mais au moins, il pourrait peut-être obtenir des aveux. Préparez-moi un micro, le plus petit que vous ayez. Le laboratoire médical rappela François à 14h30, soit 6 heures plus tôt que prévu. Sa voix tremblait quand il décrocha son téléphone. « Monsieur Lemoine, docteur Rousseau à l'appareil, vos résultats sont prêts. » François sentit son cœur s'emballer. « Et il faudrait que vous passiez avec mademoiselle Morel. Ce sont des nouvelles qu'il vaut mieux annoncer en personne. » François raccrocha et composa immédiatement le numéro de Juliette. Elle décrocha à la première sonnerie. « François, le labo nous demande de venir tous les deux. » Maintenant, un silence, puis « J'arrive ?» Ils se retrouvèrent devant l'entrée du laboratoire 20 minutes plus tard.
Juliette portait la même robe que la veille. Bleue, simple, élégante. La même que portait Isabelle sur la photo, réalisa François avec un pincement au cœur. Le docteur Rousseau les accueillit dans son bureau. Un homme âgé aux cheveux blancs et au regard bienveillant, il posa le dossier sur sa table et les regarda tour à tour. « Je pratique ce métier depuis 35 ans, commença-t-il doucement. J'ai vu beaucoup de familles se retrouver ou se déchirer à cause de mes résultats, mais ce que j'ai sous les yeux... » Il ouvrit le dossier. « Monsieur le moine, mademoiselle Morel, la probabilité de paternité est de 98%. Vous êtes père et fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. François fixa le papier sans vraiment le voir. Les chiffres dansant devant ses yeux, Juliette porta ses mains à sa bouche, les larmes perlant déjà. « 26 ans, murmura François, la voix brisée. 26 ans que je pleure ma fille morte, et elle était vivante. » Juliette se leva d'un bond et se jeta dans ses bras. « Papa !» sanglota-t-elle contre son épaule. « Mon papa !» François la serra contre lui, sentant un vide immense se combler en lui. Cette étreinte, il en avait rêvé pendant des décennies sans oser y croire. Sa fille, son sang, le dernier cadeau d'Isabelle. Le docteur Rousseau s'éclipsa discrètement, les laissant à leur retrouvailles. « Je savais », chuchotait Juliette entre ses larmes. « Au cimetière, quand je t'ai vue près de la tombe d'Isabelle. J'ai senti quelque chose, comme une évidence. » François caressait ses cheveux châtains, si semblables à ceux d'Isabelle. Moi aussi, dès le premier regard au marché, ses yeux, cette façon de bouger, tuaient son portrait craché. Ils restèrent enlacés de longues minutes, rattrapant un quart de siècle de séparation, puis la réalité les rattrapa brutalement. « Denis Charpentier », dit François en se redressant. « Il faut qu'on parle de lui. » Ils quittèrent le laboratoire et s'installèrent dans un petit parc nearby. François raconta à Juliette les révélations de son détective, l'empire criminel de Denis, ses liens avec le sénateur Prévost, l'importance stratégique de sa ferme, et ce soir, il veut me rencontrer, conclut-il. Quoi ? Juliette blêmit. Papa, tu ne peux pas y aller, c'est un piège. Entendre ce mot, papa, dans sa bouche lui fit l'effet d'une décharge électrique. Si je n'y vais pas, il s'en prendra à toi. Alors appelons la police. François secoua la tête. Avec quoi ? On n'a aucune preuve. Et Prévost a des amis partout dans la police. Juliette réfléchit, le front plissé. François reconnut cette expression. Isabelle faisait la même quand elle cherchait une solution à un problème compliqué. Et si on enregistrait ses aveux ? Comment ? Tu portes un micro caché. Tu le pousses à parler d'Isabelle, de ma naissance, s'il avoue. C'est trop dangereux. Papa, Juliette posa sa main sur la sienne. Cet homme a tué ma mère. Il nous a séparés pendant 26 ans. Il faut que justice soit rendue. François admira son courage. Décidément, elle tenait d'Isabelle cette bravoure tranquille face à l'adversité. Soir, 20h45, zone industrielle de Vénissieux. L'entrepôt Martineau se dressait dans la nuit comme une cathédrale abandonnée. François se gara devant l'entrée principale, le cœur battant, le micro-miniature collé sous sa chemise lui semblait énorme. Mais Michel l'avait assuré qu'il était indétectable. Denis Charpentier l'attendait à l'intérieur, flanqué de 2 gros bras. L'endroit sentait la poussière et l'huile de moteur. Quelques ampoules nues dispensaient une lumière blafarde. Le moine. Denis s'avança, souriant. Ponctuel. J'aime ça. Qu'est-ce que vous me voulez ? Causette entre hommes d'affaires. Paraît que vous vous intéressez à ma petite Juliette. François ne broncha pas. Et alors, ça me dérange. Cette gamine me doit du fric et son terrain m'intéresse. Votre charité de boy scout fout en l'air mes projets. Vos projets ? Denis éclata de rire. Faites pas l'innocent. Vous savez très bien ce que vaut cette ferme. L'autoroute, l'échangeur, ce terrain va valoir de l'or. Et vous comptez l'avoir comment ? Méthode traditionnelle, dette, pression, accident s'il le faut. Denis s'approcha, comme avec sa mère. François sentit l'adrénaline monter. Sa mère, oh, vous savez pas, Carmen Morel, crise cardiaque à 68 ans. Dommage, elle était en pleine forme la semaine d'avant. Vous l'avez tuée, moi. Allons donc, disons que j'ai facilité les choses. La vieille commençait à avoir la langue qui se déliait. Elle voulait tout raconter à Juliette avant de mourir. François serra les poings. Espèce de salaud. Attention aux gros mots.
Et puis, c'est pas nouveau pour moi. J'ai déjà tué pour cette ferme une fois. Quand ça? Denis sourit, savourant son effet. 1999, une petite comptable trop curieuse qui fourrait son nez dans les affaires de mon patron. Le cœur de François s'emballa. Isabelle Mercier. Tiens, vous la connaissiez. Jolie fille. Dommage qu'elle soit tombée enceinte au mauvais moment. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Denis alluma une cigarette, prenant son temps. Au début, on voulait juste la faire taire, mais elle était têtue, cette garce. Elle menaçait de tout balancer aux flics. Alors vous l'avez séquestrée, pendant 3 mois, dans une cabane au bord de la Saône. Elle était déjà enceinte quand on l'a chopée. Alors on a attendu qu'elle accouche. François sentit la nausée le gagner. Vous l'avez laissée accoucher en captivité, sans anesthésie, sans médecin. Elle a gueulé pendant des heures. Denis ricana. Mais le bébé était en bonne santé. Une petite fille, Juliette. Exactement. J'ai trouvé cette Carmen Morel qui rêvait d'adopter 50 000 balles. Et hop, plus de problèmes. Et Isabelle. Le sourire de Denis se fit plus cruel. Ah, Isabelle. Elle croyait qu'on allait la laisser partir après l'accouchement. Naïve. Je l'ai droguée et jetée dans la rivière. Suicide parfait. François tremblait de rage. Mais il devait continuer. Elle souffrait. Oh que oui, surtout quand je lui ai dit qu'on vendrait sa fille au plus offrant. Elle suppliait, elle pleurait. Laissez-la grandir heureuse. Qu'elle répétait, pathétique. Salaud. François bondit sur Denis. Mais les 2 gorilles l'interceptèrent. Denis le gifla violemment. Doucement, papa poule, parce que maintenant, je sais qui vous êtes vraiment. François le regarda, médusé. François Lemoine, ex-fiancé d'Isabelle Mercier. Ça m'a pris du temps à comprendre, mais quand j'ai vu Juliette vous appeler papa cet après-midi. François sentit le piège se refermer. Vous nous avez suivis, bien sûr. Et maintenant, papa et sa petite fille vont faire un voyage ensemble, définitif. Denis fit signe à ses hommes. Embarquez-le, on va chercher la gosse. Non, cria François. Laissez-la tranquille. Trop tard, cette histoire aurait dû finir en 1999. Il est temps de corriger cette erreur. Les gorilles traînèrent François vers une camionnette garée derrière l'entrepôt. Dans sa poche, le micro continuait d'enregistrer chaque mot de cette confession explosive. Mais François réalisa avec horreur que personne ne viendrait les sauver. Michel ne devait intervenir qu'en cas d'absence de nouvelles, sous 24 heures. Dans 24 heures, lui et Juliette seraient morts. La camionnette démarra dans la nuit, emportant François vers un destin qu'il pressentait tragique. Quelque part dans Lyon, Juliette attendait son retour. Ignorant que son père venait de tomber dans les filets de l'homme qui avait assassiné sa mère, l'histoire semblait condamnée à se répéter. Juliette consulta sa montre pour la 10e fois en 5 minutes. 23h15. François avait dit qu'il serait rentré avant 22h30. Quelque chose n'allait pas. Elle arpentait le salon de sa petite ferme, incapable de tenir en place. Par la fenêtre, elle scrutait l'allée dans l'espoir de voir apparaître les phares de la Mercedes, mais seule l'obscurité lui répondait. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. « Votre papa fait un petit voyage. Si vous voulez le revoir, rendez-vous au café Marcel à minuit, seul. » Les mains de Juliette se mirent à trembler. Denis Charpentier, il avait François. Elle attrapa ses clés et se précipita vers son kangou, puis s'arrêta net, si elle y allait. Elle tomberait dans le piège, mais si elle n'y allait pas, réfléchit, Juliette, se dit-elle à voix haute. Qu'est-ce que maman aurait fait? Isabelle, sa vraie mère, cette femme courageuse qui avait refusé de se taire face aux criminels, même enceinte, même en danger de mort. Juliette fouilla dans le tiroir de la cuisine et en sortit le vieux magnétophone de Carmen. Un appareil des années 90, mais qui fonctionnait encore. Elle glissa une cassette vierge à l'intérieur et le cacha dans son sac. Si elle devait mourir ce soir, au moins elle essaierait d'enregistrer la vérité, pendant ce temps. Cabane abandonnée au bord de la Saône, François reprenait lentement conscience. La tête douloureuse, il était attaché sur une chaise au milieu d'une pièce humide qui sentait la moisissure. Ses yeux s'habituaient peu à peu à l'obscurité. « Bien dormi !» La voix de Denis résonna dans l'espace confiné. François tourna la tête et découvrit son ravisseur assis sur une caisse, fumant tranquillement. « Où sommes-nous ? Vous reconnaissez pas.
Pourtant, votre chère Isabelle a passé 3 mois ici. » François sentit un frisson d'horreur le parcourir. Cette cabane, c'était là qu'Isabelle avait vécu ses derniers moments, là qu'elle avait donné naissance à Juliette dans la souffrance et la terreur. Elle était attachée exactement où vous êtes, continua Denis, savourant sa cruauté. Elle pleurait beaucoup au début. Après, elle économisait ses larmes pour supplier qu'on épargne son bébé. Vous êtes malade. Moi, non, je suis pragmatique. Denis se leva et s'approcha. Votre Isabelle, elle avait découvert nos petits arrangements avec le sénateur Prévost. Virements, offshore, sociétés écrans, tout le tintouin, une vraie petite fouineuse. François tira sur ses liens, mais les cordes étaient bien serrées. Et maintenant, on attend votre fille. Elle devrait pas tarder. Laissez-la tranquille, c'est moi que vous voulez. Denise éclata de rire. Vous croyez quoi? Que c'est personnel, non mon vieux. C'est juste du business. Votre gamine possède un terrain que je veux. Vous êtes devenu gênant, alors je règle les 2 problèmes d'un coup. François réalisa avec horreur que Denis avait tout planifié. Il avait utilisé François comme appât pour attirer Juliette. Exactement comme 26 ans plus tôt, quand il avait utilisé la grossesse d'Isabelle pour la maintenir en vie le temps nécessaire. Café Marcel. Minuit, le café était fermé, mais Juliette aperçut de la lumière à l'intérieur. Elle poussa la porte, elle n'était pas verrouillée, et entra. « Bonsoir. »« Ma belle. » Bruno, le lieutenant de Denis, l'attendait assis à une table, un colosse aux mains comme des battoirs, qui la regardait avec un sourire lubrique. « Où est mon père ? » ?»« En sécurité pour l'instant. » Bruno se leva lentement. « Le patron veut te voir, mais d'abord, petite fouille de sécurité. » Juliette serra son sac contre elle. « Pas question. »« Si, allez, sois pas timide. » Bruno s'approcha, mais Juliette recula vivement. « Ne me touchez pas. »« Oh, elle a du caractère, comme sa maman. » Juliette se figea. « Vous la connaissiez ? Isabelle ? » ?»« Bien sûr, j'étais là quand elle a accouché. Quel spectacle. Elle gueulait comme un cochon qu'on égorge. » La rage submergea Juliette. Sans réfléchir, elle gifla Bruno de toutes ses forces. L'homme vacilla, surpris, puis sourit méchamment. « Mauvaise idée, petite. » Il l'attrapa par le bras et fouilla son sac. Il en sortit le magnétophone et le jeta par terre, l'écrasant d'un coup de talon. « Tu croyais qu'on était né de la dernière pluie. » Juliette sentit ses derniers espoirs s'envoler. Bruno la poussa vers la sortie arrière du café, où une voiture les attendait, bureau du sénateur Prévost. 0h30, Georges Prévost marchait de long en large dans son bureau, au téléphone avec Denis. « Tu es sûr que c'est nécessaire ?» demandait-il. « 2 morts de plus, ça va faire des vagues. » Georges. « On n'a pas le choix. Le moine en sait trop. Et la gamine aussi maintenant. Si on les laisse filer. »« Je sais. » Prévost soupira. « Mais sois discret. Un accident, comme d'habitude. T'inquiète, noyade accidentelle. Père et fille surpris par la crue. Ces choses-là arrivent. » Prévost raccrocha et se servit un cognac. 26 ans qu'il vivait avec le poids de ce crime sur la conscience, il n'était qu'un jeune député ambitieux à l'époque. Et Denis lui avait promis que tout se passerait bien, mais rien ne s'était passé comme prévu. Isabelle était supposée disparaître discrètement, pas donner naissance à un enfant qui ressurgirait un quart de siècle plus tard pour tout compromettre. Cabane au bord de la Saône. Uniant Juliette fut poussée sans ménagement dans la cabane. Elle découvrit François attaché sur sa chaise, le visage tuméfié mais conscient. « Papa, Juliette, tu n'aurais pas dû venir. » Denis observait ces retrouvailles avec amusement. Touchant, vraiment touchant. 26 ans pour se retrouver, et vous allez mourir ensemble dans l'heure qui suit. Il fit signe à Bruno d'attacher Juliette sur une seconde chaise, pendant que son sbire s'exécutait. Denis contemplait la scène avec satisfaction. « Vous savez ce qui me plaît le plus dans cette histoire ?» dit-il en allumant une nouvelle cigarette. « C'est la symétrie. Isabelle est morte ici, vous allez mourir ici, même lieu, même méthode. Poétique, non? Vous ne vous en tirerez pas, » cracha François. « On a des amis qui savent qu'on enquêtait sur vous. Votre détective privé, Michel Durand. » Denis sourit. « Il a eu un petit accident de voiture il y a 2 heures. » Très triste. François sentit le désespoir l'envahir. Denis avait pensé à tout. « Et maintenant, petite leçon d'histoire familiale, » continua Denis en s'approchant de Juliette. « Tu veux savoir comment ta maman est morte ?»« Non !» cria François. « Ne l'écoutez pas,
Mais Denis était lancée. Elle a accouché là, sur ce matelas crasseux, sans médecin, sans anesthésie. Elle serrait les dents pour pas crier, pour pas nous donner cette satisfaction. Juliette pleurait silencieusement, imaginant les souffrances de sa mère. Et quand tu es née, elle t'a regardé avec tant d'amour. Ça m'a presque émue, presque. Denis ricana. Elle répétait « ma petite fille chérie, elle voulait te donner le sein, tu te rends compte ?» « Arrêtez » supplia Juliette. « Mais non, c'est le meilleur. Quand je lui ai dit qu'on allait te vendre au plus offrant, qu'elle te reverrait jamais, là, elle a complètement craqué. Elle m'a supplié à genoux. Elle a promis tout ce qu'on voulait, si on te laissait grandir heureuse. » François tirait sur ses liens jusqu'à se faire saigner les poignets. « Salaud, ordure. » Et vous savez ce qu'elle a fait juste avant de mourir ? Denis s'agenouilla devant Juliette. Elle a gravé un message sur le mur de cette cabane, avec ses ongles dans le bois pourri. Vous voulez voir. Il dirigea sa lampe torche vers un coin sombre de la cabane. Dans le bois vermoulu, on distinguait effectivement des lettres maladroitement gravées. François plus Juliette, amour éternel. Juliette sanglota de plus belle, même dans ses derniers instants. Isabelle avait pensé à eux, avait voulu laisser une trace de son amour. Très joli, non ? Denis se releva. Bon, assez causé. Il est temps de vous retrouver avec maman. Il sortit un pistolet de sa veste. Une balle chacun, puis on vous jette dans la Saône. La crue emportera les corps jusqu'à la mer. François ferma les yeux. Il avait échoué. Il n'avait pas pu protéger Juliette, exactement comme il n'avait pas pu protéger Isabelle. « Pardon, mon amour », murmura-t-il. « Pardon de n'avoir pas pu sauver notre fille. » Mais au moment où Denis armait son pistolet, des phares balayèrent soudain l'intérieur de la cabane. Le bruit de plusieurs voitures résonna dehors. « Police ! Personne ne bouge !» Denis blêmit. « Impossible !» La porte de la cabane explosa sous les coups de bélier. Une dizaine de policiers en tenue d'intervention se ruèrent à l'intérieur. Armes pointées. « Lâchez votre arme. Immédiatement !» Denis hésita une seconde, puis pointa son pistolet vers Juliette. Un pas de plus et elle meurt. Mais c'était sans compter sur François. Dans un dernier sursaut d'énergie, il fit basculer sa chaise et percuta les jambes de Denis, qui s'effondra en lâchant son arme. Les policiers se jetèrent sur lui et sur Bruno, les menottant sous les cris de rage de Denis. « Vous savez pas à qui vous avez affaire. J'ai des amis au gouvernement. »« Plus maintenant », dit une voix familière. Michel Durand apparut sur le seuil, souriant malgré son bras en écharpe. Désolé du retard, petit détour par l'hôpital. François le regardait, incrédule. « Mais Denis a dit que vous étiez mort. Accident de voiture. »« Effectivement, mais j'ai la tête dure. » Michel brandissait un petit appareil électronique. « Et surtout, j'ai tout enregistré, vos confessions, Denis, celles d'Isabelle, celles des autres victimes, vos liens avec Prévost, tout. » Denis comprit qu'il était fini. 26 ans après le meurtre d'Isabelle Mercier. La justice allait enfin triompher, 3 semaines plus tard. Commissariat central de Lyon. Le commandant Sarah Moreau étudiait le dossier étalé devant elle. L'arrestation de Denis Charpentier avait déclenché une avalanche de révélations. 26 ans de crimes, de corruption, de complicité au plus haut niveau de l'État. Les aveux de Charpentier nous ont menés à 12 autres victimes, expliquait-elle à François et Juliette. Entrepreneurs qui refusaient de payer, témoins gênants, concurrents éliminés, un vrai carnage. François serra la main de sa fille, depuis leur sauvetage. Ils ne se quittaient plus. 26 ans de séparation à rattraper, une relation père-fille à construire du jour au lendemain, et le sénateur Prévost, demanda Juliette. En garde à vue depuis hier. Ses comptes offshore ont été gelés. L'enquête parlementaire va faire du bruit. Moreau referma le dossier. Mais on a un problème. Charpentier refuse de parler davantage. Il nie tout concernant les détails du meurtre d'Isabelle Mercier, sans preuve supplémentaire. Il pourrait s'en tirer, s'indigna François. Pas s'en tirer, non, mais prendre moins cher qu'il ne le mérite. François et Juliette échangèrent un regard. Ils avaient eu la même idée. Et si on obtenait sa confession complète, proposa Juliette. Comment ? En le poussant à parler, en le mettant face à ses crimes. Moreau fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous mijotez ? Quartier des affaires de Lyon, siège social Lemoine Inassociés. Françoise avait repris le travail.
Mais son cœur n'y était plus. Découvrir qu'il avait une fille avait bouleversé toutes ses priorités. Il envisageait même de vendre l'entreprise pour se consacrer entièrement à Juliette. « Monsieur le moine », sa secrétaire l'interrompit dans ses réflexions. « Il y a un appel de la prison. Un certain Denis Charpentier demande à vous parler. » François sursauta. « Passez-le-moi !» La voix de Denis grésilla dans l'écouteur, chargée de haine. « Le moine, j'espère que vous profitez bien de vos retrouvailles. Qu'est-ce que vous voulez ? Faire un marché, moi contre votre fille. » François sentit son sang se glacer. « De quoi vous parlez ? J'ai des amis dehors. Des hommes fidèles qui n'ont qu'un mot de moi pour agir. Si je ne sors pas de prison d'ici la fin du mois, vous êtes fous. Les flics vous surveillent. Les flics peuvent pas être partout, tout le temps. Votre petite Juliette vit seule dans sa ferme isolée. Accident de la route, cambriolage qui tourne mal, incendie, tant de possibilités. » François serra le poing. « Qu'est-ce que vous proposez ? Vous retirez votre plainte, vous témoignez en ma faveur, vous dites que tout était monté de toutes pièces. En échange, votre fille vit ? Jamais. Réfléchissez bien, papa. Vous avez retrouvé votre fille après 26 ans. Ça serait dommage de la perdre si vite. » Denis raccrocha, laissant François face à un dilemme atroce. Il appela immédiatement Juliette. « Papa, tu as l'air bouleversé. Il faut qu'on se voie, tout de suite. » Ferme de Juliette. 17h François raconta l'appel de Denis. Juliette l'écouta sans l'interrompre, le visage de plus en plus déterminé. « Il bluffe, dit-elle finalement. Tu en es sûre ? Oui. S'il avait vraiment des hommes dehors, il nous aurait déjà menacés avant son arrestation. » Juliette se leva et commença à faire les 100 pas. Non, il essaie de nous manipuler, de nous faire douter. François admira sa lucidité. À 26 ans, elle faisait preuve d'un sang-froid remarquable. Mais on peut utiliser ça à notre avantage, continua-t-elle. Comment ? En lui donnant ce qu'il veut, en apparence ? François ne comprenait pas. Juliette sortit son téléphone et composa un numéro. Commandant Moreau, c'est Juliette. On a une proposition à vous faire. Prison de Corbas, parloir. Le lendemain, Denis Charpentier arriva au parloir avec un sourire satisfait. François l'attendait de l'autre côté de la vitre blindée, seul. « Alors, papa, vous avez réfléchi ? » « Oui, » dit François d'une voix fatiguée. « Vous avez gagné ?» Denis jubilait. « Sage décision alors, on fait comment ? Je retire ma plainte demain, mais j'ai une condition. Vous n'êtes pas en position de négocier. Si je veux savoir tout, comment vous avez tué Isabelle, comment ça s'est vraiment passé, je veux les détails. » Denis le regarda surpris. « Pourquoi ? Parce que je l'aimais. Parce que j'ai besoin de savoir comment elle est morte pour pouvoir faire mon deuil. » C'était un mensonge bien sûr, mais Denis, dans son narcissisme, mordait à l'hameçon. « D'accord, mais après, vous faites exactement ce qu'on a dit. » François hocha la tête, sous la table. Un micro miniature collé à sa chaussure enregistrait tout. « Alors, » pressa-t-il. Denis alluma une cigarette, privilège qu'il avait négocié avec les gardiens, et commença son récit avec une délectation malsaine. « Votre Isabelle, elle était coriace, 3 mois qu'elle nous tenait tête, qu'elle refusait de nous dire où elle avait caché les documents. Quels documents ? Les preuves de nos magouilles avec Prévost, compte offshore, virement suspect, tout le dossier qu'elle avait constitué avant qu'on la chope. » François encouragea Denis à continuer d'un geste. Au début, on voulait juste la faire parler, quelques coups, un peu de pression psychologique, mais elle était enceinte. Et Georges avait dit « pas de violence sur une femme enceinte », comme si ça changeait quelque chose. Alors vous avez attendu qu'elle accouche ? Exactement. 3 mois d'attente, elle espérait qu'on la libérerait après la naissance. Naïve. Denis tira sur sa cigarette, savourant ses souvenirs cruels. Le jour J, elle a commencé à avoir des contractions vers midi. Ça a duré des heures. Elle gueulait, elle pleurait. Elle nous suppliait d'appeler un médecin. Et vous n'avez rien fait. Pourquoi on se serait embêté ? De toute façon, elle devait mourir après. François serrait les dents pour ne pas exploser. Ce monstre racontait l'agonie d'Isabelle comme d'autres parlent de météo. Vers 20h, le bébé est né. Une petite fille toute rouge qui braillait comme une sirène. Denis sourit. Isabelle pleurait de joie. Elle la serrait contre elle en répétant « Ma princesse, ma petite princesse !» Et ensuite, il a fallu séparer la mère du bébé. Là, ça a été plus difficile.
Isabelle se débattait comme une lionne. Il a fallu qu'on soit 3 pour lui arracher la gamine. François imaginait la scène et sentait la nausée monter. On avait déjà contacté Carmen Morel, une fermière stérile, parfaite pour notre business. Le lendemain, je lui ai livré le bébé. Et Isabelle. Ah, Isabelle. Denis savoura sa cruauté. Je lui ai dit qu'on avait vendu sa fille à un réseau de pédophiles, que jamais elle la reverrait. Ça l'a achevée psychologiquement. François dut faire appel à tout son self-control pour ne pas sauter par-dessus la table. Après ça, elle était brisée, elle ne parlait plus, ne mangeait plus, une loque. Denis écrasa sa cigarette. J'ai attendu encore une semaine, le temps qu'elle récupère un peu, puis j'ai organisé son suicide. Comment? Barbiturique dans son eau, une dose massive quand elle était bien dans le coma. Je l'ai portée jusqu'à la Saône et je l'ai jetée à l'eau. Elle était encore vivante. Techniquement, oui, mais inconsciente. Elle a coulé sans se réveiller. François ferma les yeux. Isabelle était morte noyée, seule, dans l'eau froide de la rivière. Et vous êtes sûr qu'elle est morte? Certain. J'ai attendu que le corps remonte à la surface 3 jours plus tard. Mission accomplie. Denis se pencha vers la vitre. Voilà votre vérité, le moine. Maintenant, tenez votre parole. François se leva lentement. Ma parole. Quelle parole? Vous deviez retirer votre plainte. Ah ça. François sourit pour la première fois depuis le début de l'entretien. J'ai menti. Le visage de Denis se décomposa. Quoi? Vous venez d'avouer le meurtre d'Isabelle Mercier en détail, devant témoins? François désigna les gardiens qui s'approchaient. Et tout est enregistré. Denis bondit, mais les gardiens le maîtrisèrent immédiatement. Fumier, je vous aurai. Vous et votre putain de fille. Non, Denis, c'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. François sortit du parloir le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Justice serait enfin rendue à Isabelle. Dans le couloir, Juliette l'attendait avec le commandant Moreau. Alors, demanda sa fille. Il a tout avoué, dans les moindres détails. Moreau sourit. Perfect. Avec ça, il prendra perpétuité. Et Prévost aussi. François prit Juliette dans ses bras. Ils avaient gagné, enfin. Mais Denis n'avait pas dit son dernier mot, depuis sa cellule. Il regardait François et Juliette s'éloigner avec une haine pure. S'ils devaient tomber, il les emmènerait avec lui. Il connaissait leurs habitudes maintenant, leurs horaires, leurs trajets, et il avait encore quelques cartes à jouer. La partie n'était pas terminée. 2 semaines plus tard, palais de justice de Lyon, le procès de Denis Charpentier avait commencé dans un climat de tension extrême. L'affaire avait fait la une de tous les journaux. Le serial killer de la Saône. 26 ans de terreur. L'empire criminel de Charpentier s'effondre. François et Juliette étaient assis au premier rang, côte à côte. Voir Denis en tenue de prisonnier, menotté, les rassurait. Ce monstre ne pourrait plus jamais leur faire de mal. L'accusé Denis Charpentier, tonnait le procureur, a terrorisé la région pendant des décennies. Meurtre, trafic, corruption. Et au cœur de tout cela, l'assassinat atroce d'Isabelle Mercier et la séparation forcée d'une famille. Dans le box des accusés, Denis fixait François et Juliette avec une haine palpable. À côté de lui, son avocat, un ténor du barreau payé par Prévost, semblait résigné. Les preuves étaient accablantes. « Monsieur le moine !» appela le président du tribunal. « Voulez-vous faire votre déclaration ?» François se leva, ému. « Votre honneur. Cet homme m'a volé 26 ans de bonheur avec ma fille. Il a tué la femme que j'aimais de la façon la plus cruelle qui soit. Il mérite la prison à vie. » Denis ricana. « Fini de jouer les victimes, le moine. Vous savez très bien pourquoi votre pute d'Isabelle est morte. » Le président frappa de son marteau. L'accusé se taira, mais Denis était lancé. Elle fouinait partout. Elle menaçait de faire tomber des gens importants. Elle la cherchait. « Silence !» rugit le président. Les gendarmes maîtrisèrent Denis. Mais le mal était fait. Ces paroles avaient réveillé chez François une colère qu'il croyait maîtrisée. Le procès se poursuivit toute la journée. Témoignages, expertise, reconstitution, tout accablait Denis. En fin d'après-midi, le tribunal se retira pour délibérer. Parking du palais de justice. 18h30, François et Juliette regagnaient leur voiture quand un homme les aborda. La cinquantaine, costume gris, visage buriné. Monsieur Lemoine. Commissaire Bertrand, police judiciaire. François fronça les sourcils.
Un problème. Peut-être, on a intercepté des communications de la prison. Denis Charpentier a passé plusieurs appels ces derniers jours. À qui? Des numéros cryptés, probablement ces derniers hommes en liberté. Bertrand les regarda gravement. On pense qu'il prépare quelque chose. Une évasion, peut-être. Juliette pâlit. Mais comment? Il est sous haute surveillance. Charpentier a des complicités partout. Gardien corrompu, avocat véreux. Ne sous-estimez jamais cet homme. François sentit l'angoisse monter. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Restez vigilants. Ne sortez pas seul. Et si vous remarquez quoi que ce soit de suspect, Bertrand leur tendit sa carte et s'éloigna, les laissant inquiets. Prison de Corbasse, cellule de Denis. 22h, Denis était allongé sur sa couchette, mais ne dormait pas. Il attendait, à 22h15 précise, la lumière de sa cellule s'éteignit. Signal convenu avec ses complices, le gardien de nuit, Marco Santini, avait été acheté depuis des années, pour 50 000 €. Il était prêt à regarder ailleurs pendant 10 minutes. Denis se leva et frappa doucement contre le mur. 3 coups, une pause, 2 coups. De l'autre côté, son codétenu Bruno répondit par le même signal. Ils avaient tout planifié. L'évasion était pour cette nuit. Ferme de Juliette, 23 ans. Juliette n'arrivait pas à dormir. Les paroles du commissaire Bertrand tournaient en boucle dans sa tête. Elle se leva et vérifia une nouvelle fois que toutes les portes étaient verrouillées. François lui avait proposé de dormir chez lui, dans son appartement sécurisé du centre-ville, mais elle avait refusé. Cette ferme était tout ce qui lui restait de Carmen. Elle ne voulait pas l'abandonner. Elle se fit une tisane et s'installa dans le salon, un livre à la main. Dehors, le vent faisait gémir les arbres. L'orage qui se préparait depuis l'après-midi allait éclater. Vers minuit, elle entendit un bruit de moteur dans l'allée. Probablement François qui venait prendre de ses nouvelles. Elle écarta le rideau et son sang se glaça. Une camionnette noire était garée devant chez elle, phares éteints. 3 hommes en descendaient, dont une silhouette qu'elle reconnut immédiatement. Denis Charpentier était libre, appartement de François. Même moment, François dormait profondément quand son téléphone le réveilla. Il décrocha d'une main ensommeillée. « Papa !» La voix de Juliette était un murmure terrifié. « Il est là. Denise est sortie de prison. Il est devant chez moi avec des hommes. » François bondit de son lit. « Quoi? Comment c'est possible? Je sais pas. Il faut que tu appelles la police. Où tu es? Caché dans ma chambre. J'entends des bruits dehors. Ils essaient d'entrer. » François était déjà en train de s'habiller. « Tiens bon, ma chérie, j'appelle les flics et j'arrive. »« Non, n'y va pas. »« C'est dangereux. » Mais François avait raccroché. Il composa le 17 en courant vers sa voiture. « Police, secours, François Lemoine. Denis Charpentier s'est évadé. Il menace ma fille. Ferme Morel, route de Givors. Ferme de Juliette. » 0h15. Juliette entendit le bruit de verre brisé au rez-de-chaussée. Ils étaient entrés. Elle se glissa sous son lit, le cœur battant à tout rompre. Des pas lourds montaient l'escalier. La voix de Denis résonnait dans la maison. « Sors de ta cachette, petite princesse. Papa Denis veut te parler. » Juliette ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration, sous le lit. Elle était invisible. Il fallait juste qu'elle tienne jusqu'à l'arrivée des secours. La porte de sa chambre s'ouvrit brutalement. Denis entra, suivi de 2 hommes armés. « Alors, où es-tu, ma belle? Pas la peine de jouer à cache-cache. » Il commença à fouiller méthodiquement. Armoire, salle de bain, derrière les rideaux. Il se rapprochait du lit. « Tu sais, ta maman aussi essayait de se cacher au début. Ça marchait jamais très longtemps. » Juliette retint un sanglot. Denis était accroupi maintenant, regardant sous le lit. Bingo! Une main la saisit par les cheveux et la tira violemment. Juliette se retrouva debout face à Denis, qui souriait de toutes ses dents. « Ma petite Juliette, comme on se retrouve? Qu'est-ce que vous voulez? »« Ce que je veux. » Denis la gifla violemment. « Je veux que tu paies pour avoir détruit ma vie, à cause de toi et de ton père. Je vais finir mes jours en prison. » Il la poussa brutalement hors de la chambre. « Allez, on bouge. On a rendez-vous avec papa. » Route de Givors. 0h30, François roulait à tombeau ouvert vers la ferme, ignorant les limitations de vitesse. Au loin, il voyait des gyrophares bleus. La police était déjà sur place. Il arriva au moment où le commissaire Bertrand sortait de la maison. L'air sombre.
Elle n'est plus là, annonça-t-il. Ils l'ont emmenée. François sentit ses jambes se dérober. Où? On ne sait pas encore, mais on a trouvé ça. Bertrand lui tendit un bout de papier. Cabane de la Saône. Viens seul. 1h30. François reconnut immédiatement l'écriture de Denis. L'endroit où Isabelle avait été séquestrée et tuée, la boucle se refermait. « C'est un piège, » dit Bertrand. « Il vous attire là-bas pour vous tuer tous les deux. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Si vous avez le choix, on peut intervenir, négocier. » Non, François était catégorique. « Vous avez entendu Denis au procès ? Il est capable de tout. Si j'amène la police, il tuera Juliette immédiatement. » François monta dans sa voiture, malgré les protestations de Bertrand. Il devait sauver sa fille, même si cela lui coûtait la vie. Cabane au bord de la Saône. 1h20. La tempête faisait rage quand François arriva près de la cabane. Les éclairs illuminèrent la Saône en furie, et la pluie martelait le toit de tôle ondulé. La porte était ouverte. François entra, trempé jusqu'aux os. Denis l'attendait au centre de la pièce, tenant Juliette en joue avec un pistolet. Elle était attachée sur la même chaise qu'Isabelle 26 ans plus tôt. « Ponctuelle comme toujours », ricana Denis. « Bienvenue dans le mausolée de votre chère Isabelle. » François regarda autour de lui. La cabane était exactement comme dans ses cauchemars, humide, sordide, emplie de souffrance. « Lâchez-la, c'est moi que vous voulez. »« Oh non, mon vieux, cette fois vous allez crever ensemble. » « Père et fille, comme c'est touchant. » Denis dirigea son arme vers François. « Vous savez ce qui me fait le plus plaisir, c'est que vous allez mourir exactement où votre Isabelle a souffert. Poétique? Non. » L'orage redoublait de violence. Un éclair particulièrement violent illumina la cabane, et François aperçut le message gravé par Isabelle dans le bois. François plus Juliette, amour éternel, même dans ses derniers instants. Elle avait pensé à eux. « Regardez bien ce mur, » dit Denis en suivant son regard. « C'est là que votre pute a gravé ses conneries avant de crever. » François sentit une rage froide l'envahir. Cet homme avait détruit sa vie, tué la femme qu'il aimait, séparé une famille. Il fallait que cela s'arrête. Ici, maintenant, l'heure de la vengeance avait sonné. La pluie tambourinait sur le toit de tôle avec une violence inouïe. Dans la cabane éclairée par une unique ampoule vacillante, François faisait face à Denis Charpentier, l'homme qui avait détruit sa vie 26 ans plus tôt. « Vous savez ce qui me fait le plus marrer ?» Denis caressait la crosse de son pistolet. « C'est que cette fois, papa va pouvoir regarder sa petite fille mourir. Isabelle, elle n'a jamais su ce qu'était devenu son bébé. » Juliette luttait contre ses liens, les yeux brillants de larmes mais le regard déterminé. « Papa, ne l'écoutez pas, il essaie de vous faire craquer. Ta gueule !» Denis la gifla violemment. « Tu parleras quand je te le dirai. » François fit un pas en avant, mais Denis pointa immédiatement l'arme vers lui. « Ah non, tu restes où tu es, connard !» Un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement l'intérieur sordide de la cabane. François aperçut dans un coin le matelas crasseux où Isabelle avait accouché, les chaînes rouillées qui l'avaient maintenue captive, et sur le mur, le message qu'elle avait gravé de ses ongles ensanglantés, « François plus Juliette, amour éternel. » Touchant, hein? Denis avait suivi son regard. Elle y a passé des heures, à gratter ce bois pourri, ses ongles saignaient, mais elle continuait, elle répétait « Il faut qu'il sache que je les aime. » La voix de Denis se fit plus cruelle. « Et vous savez ce qu'elle a dit juste avant que je la drogue? François viendra chercher notre fille. Il ne renoncera jamais. » Pathétique. Vous trouvez pas? François sentait la rage bouillonner en lui, mais il devait rester lucide. Pour Juliette, pour Isabelle. Qu'est-ce que vous voulez, Denis? Vous avez déjà gagné, vous nous tenez. Ce que je veux. Denis éclata d'un rire mauvais. Je veux que vous souffriez comme j'ai souffert. À cause de vous, ma vie est fichue. Prison à vie, tous mes hommes arrêtés, mon empire détruit. Vous l'avez mérité. Ferme-la. Tu sais rien de ma vie, de ce que j'ai dû faire pour survivre. Denis arpentait la cabane comme un fauve en cage. Gamin des rues, père alcoolique, mère qui se prostituait. J'ai dû me battre pour chaque euro. Ça ne justifie pas de tuer des innocents. Innocent, Denis ricana. Ta Isabelle, innocente, elle fouinait partout,
Elle voulait faire tomber des gens puissants. Elle savait très bien à qui elle s'attaquait. Un nouveau coup de tonnerre fit trembler la cabane. L'orage était juste au-dessus d'eux maintenant. Et maintenant, continua Denis, en armant son pistolet, on va finir ce qu'on a commencé il y a 26 ans. Mais cette fois, vous allez regarder votre fille mourir avant de crever à votre tour. Non. Juliette se débattait furieusement. Papa, sauve-toi, laisse-moi. Jamais, dit François d'une voix ferme. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Denis pointa son arme vers Juliette. Comme c'est beau. Des derniers mots touchants avant le grand voyage. Mais au moment où son doigt se crispait sur la détente, François remarqua quelque chose. Dans la poche de Juliette, un petit objet brillait faiblement. Le second dispositif d'enregistrement que Michel lui avait donné, au cas où, si Juliette réussissait à l'activer. « Attendez !» cria François. « Avant de nous tuer, dites-moi une chose. Comment avez-vous fait pour corrompre autant de gens ? Prévôt, les policiers, les gardiens de prison ?» Denis se rengorgea, flatté malgré lui. L'argent, mon vieux, l'argent et la peur. Tous ces beaux parleurs ont leurs petits secrets, leurs petites faiblesses. Par exemple, Prévôt, il baisait des mineurs dans les bordels que je gérais. Quelques photos bien placées, et il était à moi. Denis souriait, savourant ses souvenirs. Les flics, pareil. Corruption, femmes, drogue, chacun sa faiblesse. Pendant qu'il parlait, François vit Juliette faire un mouvement discret. Elle essayait d'atteindre sa poche. Et les gardiens de prison, continua François pour faire diversion. Marco Santini, sa fille a un cancer, 50 000 € pour les soins, et il ferme sa gueule. Denis ricana. L'amour paternel, c'est un sacré levier. Juliette avait réussi, d'un geste imperceptible. Elle avait activé l'enregistreur. Tout ce que disait Denis était maintenant archivé. Bon, assez causé. Denis repointa son arme vers Juliette. « L'heure a sonné, princesse. » C'est alors qu'un bruit assourdissant retentit dehors. Des moteurs, des portières qui claquent, des ordres criés dans la tempête. « Police, personne ne bouge. » Denis blêmit. « Impossible. Vous étiez censé venir seul. »« Je suis venu seul, » répondit François. « Mais je ne suis pas stupide. » En réalité, François avait discrètement activé la géolocalisation de son téléphone avant d'entrer dans la cabane. Bertrand et ses hommes avaient donc pu le suivre à distance. Denis se rua vers la fenêtre et vit les gyrophares qui cernèrent la cabane. Une dizaine de véhicules de police, projecteurs braqués sur la bâtisse. « Fumier !» rugit-il. « Vous m'avez piégé !» Il pointa son arme vers François, fou de rage. « Si je dois crever, vous venez avec moi. » Mais François n'avait pas dit son dernier mot. Pendant que Denis regardait dehors, il avait discrètement ramassé une vieille barre de fer qui traînait au sol. Au moment où Denis se retournait vers lui, François bondit. La barre de fer percuta le poignet de Denis avec un craquement sinistre. Le pistolet vola à travers la pièce. Denis hurla de douleur, tenant son poignet brisé. « Salaud, tu m'as cassé la main !» François se jeta sur l'arme et la récupéra. Maintenant, les rôles étaient inversés. « C'est fini, Denis. 26 ans que j'attends ce moment. » Denis reculait vers le mur, terrorisé. « Tu vas pas me tuer. Tu es pas un assassin. » François le tenait en joue, le doigt sur la détente, une pression, et l'homme qui avait détruit sa vie cesserait d'exister. « Papa !» La voix de Juliette le ramena à la réalité. « Ne fais pas ça. Tu vaux mieux que lui. » François hésita. Denis profita de cette seconde d'inattention pour se ruer vers la porte, mais dans sa panique, il glissa sur le sol mouillé et s'effondra lourdement. Sa tête heurta violemment l'angle d'une poutre métallique. Un craquement horrible résonna dans la cabane. Denis Charpentier ne bougea plus. François se précipita vers Juliette et la détacha rapidement. Elle se jeta dans ses bras, tremblante. « C'est fini, ma chérie, c'est fini. Il est mort. » François s'agenouilla près de Denis. Aucun pouls, les yeux fixes. Vitreux, le sang s'étalait lentement sous sa tête fracassée. « Oui, il ne nous fera plus jamais de mal. » La porte de la cabane explosa sous les coups de bélier de la police. Bertrand et ses hommes se ruèrent à l'intérieur, armes au poing. « François, Juliette, ça va, répondit François sans lâcher sa fille. Denise est mort, accident. Bertrand examina le corps. Chute mortelle, ça arrive quand on essaie de fuir. Il regarda François droit dans les yeux. Légitime défense, j'imagine.
Exactement. Juliette sortit discrètement l'enregistreur de sa poche et le tendit à Bertrand. Il a tout avoué, ses complices. Ses méthodes, ses crimes, tout est là-dedans. Bertrand prit l'appareil avec un sourire. Parfait, ça va faire du ménage dans les hautes sphères. Pendant que les techniciens s'affairaient autour du corps, François et Juliette restaient enlacés près du mur, où Isabelle avait gravé son message d'amour. « Tu crois qu'elle nous voit ?» murmura Juliette. « J'en suis sûre, » répondit François en caressant les lettres maladroitement sculptées. « Elle nous a guidés jusqu'ici. Elle voulait qu'on se retrouve. Et qu'on obtienne justice. Oui, justice est faite maintenant. » Ils sortirent de la cabane bras dessus, bras dessous, dehors. L'orage se calmait, les nuages se dispersaient, laissant apparaître les premières lueurs de l'aube. Une nouvelle vie commençait pour François et Juliette Lemoine, une vie de famille retrouvée, construite sur l'amour indéfectible d'Isabelle Mercier, car l'amour véritable, ils venèrent en avoir la preuve, est plus fort que la mort. Il traverse les années, guide les pas, réunit les cœurs séparés. Isabelle pouvait enfin reposer en paix, sa mission était accomplie. Dans les décombres de la cabane maudite, seul subsistait son message d'espoir gravé dans le bois. François plus Juliette, amour éternel. Et pour la première fois depuis 26 ans, ces mots avaient retrouvé tout leur sens. 6 mois plus tard, palais de justice de Lyon. La salle d'audience était comble pour l'énoncé du verdict dans l'affaire Charpentier-Prévost. Même mort, Denis continuait de faire parler de lui. Ces enregistrements avaient déclenché une avalanche de révélations qui ébranlait tout le système politique français. François et Juliette occupèrent leur place habituelle au premier rang. 6 mois d'enquête, de témoignages, de confrontations. Ils avaient vécu chaque étape de cette quête de justice. Dans l'affaire opposant l'État français à Georges Prévost et consorts, annonça solennellement le président du tribunal. La Cour déclare l'accusé principal coupable de complicité de meurtre, corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent. Un murmure parcourut l'assistance. Prévost, effondré dans le box des accusés, ne réagit même pas. La Cour condamne Georges Prévost à la réclusion criminelle à perpétuité. Assorti d'une période de sûreté de 22 ans, cette fois, Prévost s'effondra. L'ancien sénateur, jadis si puissant, n'était plus qu'un vieil homme brisé qui venait de voir sa vie s'achever derrière les barreaux. Quant aux autres complices identifiés grâce aux enregistrements de Denis Charpentier, continua le président, Marco Santini, gardien de prison corrompu, 8 ans de réclusion, Bruno Martineau, lieutenant de Charpentier, 15 ans de réclusion, Jean-Claude Dubois, commissaire de police corrompu, 12 ans de réclusion et radiation définitive. La liste était longue, plus de 20 personnes condamnées, un réseau entier démantelé, l'empire de la corruption construit par Denis s'écroulait enfin. François serra la main de Juliette. « C'est fini, ma chérie. Vraiment fini cette fois. Maman peut reposer en paix, » murmura-t-elle. Les larmes aux yeux, en sortant du palais, ils furent assaillis par les journalistes. L'affaire avait passionné la France entière. Cette histoire de famille séparée par le crime et réunie par l'amour touchait tous les cœurs. « Monsieur Lemoine, un mot sur votre sentiment après ce verdict ?» François s'arrêta devant les caméras. Justice a été rendue à Isabelle Mercier et à toutes les victimes de Denis Charpentier. Mais aucun verdict ne nous rendra les 26 années perdues. Que comptez-vous faire maintenant ? Vivre, simplement vivre en famille, comme nous aurions dû le faire depuis le début. Villa Lemoine, Lyon. 2 semaines plus tard, François avait vendu son appartement du centre-ville pour acheter une magnifique villa avec jardin en périphérie de Lyon. Pas trop loin de la ferme de Juliette, qu'elle avait décidé de conserver en mémoire de Carmen. « Papa, tu peux venir m'aider ?» Juliette était dans le salon, accrochant des photos au mur, des portraits d'Isabelle, de Carmen, d'eux ensemble. Elle reconstruisait patiemment l'histoire de leur famille éclatée. « Celle-là où tu la mets ?» François tenait le cliché de leur première photo ensemble, prise le jour des résultats ADN. Ils pleuraient tous les deux, mais souriaient, juste à côté de maman. Comme ça, on sera tous ensemble. François l'observait travailler, encore ébloui par le miracle de ses retrouvailles. Juliette avait emménagé chez lui 2 mois plus tôt. Ils apprenaient à vivre ensemble, père et fille de 26 et 52 ans qui découvraient les joies simples de la vie de famille. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir ?» dit-il en l'aidant à ajuster le cadre. « Quoi ?»
te voir tous les matins au petit déjeuner, t'entendre me dire bonsoir chaque soir, ces petits riens qui font qu'une maison devient un foyer. » Juliette lui sourit, émue. « Moi aussi, j'ai passé 26 ans à rêver d'un père, et tu dépasses tous mes rêves. » Ils s'embrassèrent tendrement. Dehors, le printemps explosait dans le jardin. La vie reprenait ses droits après tant d'années de souffrance. « Au fait, » dit Juliette en reprenant son travail, « j'ai une surprise pour toi. »« Ah oui !» Elle sortit une enveloppe de sa poche. « Tu te souviens de Maître Dubois, le notaire de Carmen? Celui qui s'occupait de la succession ?»« Exactement. Il a retrouvé ça dans les affaires de Carmen. Une lettre qu'elle avait écrite mais jamais envoyée. » François ouvrit l'enveloppe avec curiosité. L'écriture de Carmen était tremblante, manifestement écrite peu avant sa mort. « Ma chère Juliette, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai trouvé le courage de te dire la vérité avant de mourir. J'aurais dû le faire plus tôt, mais j'avais trop peur de te perdre. Tu n'es pas ma fille biologique, mais tu es la fille de mon cœur. Je t'ai aimée dès la première seconde où je t'ai vue, ce fameux soir de mars 1999. L'homme qui t'a apporté était dangereux. Je l'ai compris immédiatement. Mais tu étais si belle, si parfaite. Je ne pouvais pas te laisser repartir avec lui. Ta vraie mère s'appelait Isabelle Mercier. Elle avait 26 ans quand elle est morte. Sur sa photo, elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau, la même détermination dans le regard, la même grâce naturelle. J'ai toujours su qu'un jour, ton père viendrait te chercher. Une mère sent ces choses-là. Quand cela arrivera, n'aie pas peur. L'amour retrouve toujours son chemin. Tu as été le soleil de ma vie. Ma chérie, grâce à toi, j'ai connu le bonheur d'être mère. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, sache que Carmen Morel t'aimera éternellement, ta maman de cœur qui ne t'oubliera jamais. » François avait les larmes aux yeux en terminant la lecture. Elle savait, Carmen savait que ce jour arriverait. Et elle n'avait pas peur. Elle était heureuse pour nous. Ils restèrent silencieux un moment, pensant à cette femme extraordinaire qui avait élevé Juliette avec tant d'amour. « Papa, j'aimerais qu'on aille voir maman aujourd'hui, ensemble. »« Bien sûr, ma chérie. » Cimetière de Loyasse. Après-midi, la tombe d'Isabelle avait été restaurée. François avait fait graver une nouvelle épitaphe. Isabelle Mercier, 1972-1999, épouse et mère aimante, son amour nous a réunis. Ils déposèrent des roses blanches, toujours des roses blanches, et des marguerites sauvages que Juliette avait cueillies dans son jardin. « Bonjour maman », chuchota Juliette en s'agenouillant devant la stèle. « Je voulais te présenter papa. Enfin, officiellement. » François s'agenouilla à côté d'elle. « Bonjour mon amour. Tu avais raison. Notre fille est magnifique, courageuse comme toi, déterminée comme toi. Tu peux être fière. » Juliette sortit la chaîne en or de sous son pull. Elle l'avait modifiée. Maintenant, elle portait 2 photos. Une d'Isabelle souriante, prise peu avant sa grossesse, une autre d'eux 3 ensemble, une image composite que François avait fait réaliser par un graphiste. « Tu vois, maman, on est réunis, grâce à toi. » Une brise légère caressa leur visage, comme une caresse invisible. François eut la sensation très nette qu'Isabelle était là, avec eux, apaisée enfin. « Tu sais ce que je regrette le plus ?» dit-il à voix basse. « Quoi ? Qu'elle n'ait pas pu te voir grandir. Tes premiers pas, tes premiers mots, ton premier jour d'école, toutes ces merveilles qu'une mère ne devrait jamais rater. Mais elle nous a vus nous retrouver, » répondit Juliette avec sagesse. « Et c'est peut-être ça, le plus important, l'amour, ça ne meurt jamais vraiment. » Ils restèrent 1 heure près de la tombe, se racontant des souvenirs, partageant leurs émotions. Pour la première fois depuis 26 ans, François ne se sentait plus coupable. Il avait tenu sa promesse silencieuse. Il avait retrouvé leur fille. En repartant, ils s'arrêtèrent devant la tombe de Carmen Morel. Juliette y déposa les dernières marguerites. « Merci, grand-mère Carmen, pour tout. Sans toi, rien de tout ça n'aurait été possible. » Villa Lemoine. Soir, le dîner était simple mais joyeux. François avait découvert les plaisirs de la cuisine depuis que Juliette vivait avec lui. Ils partageaient ces moments de complicité quotidienne qui construisent une famille. « Papa, j'ai pris une décision importante. »« Ah oui, laquelle ? » ?»« Je voudrais reprendre mes études, devenir avocate. » François sourit. « Pour défendre les victimes. Pour que des familles comme la nôtre ne soient plus jamais séparées par des criminels. Pour que justice soit rendue plus vite. C'est une belle mission. Tu as mon soutien total. »
Et financier, demanda-t-elle avec un sourire espiègle. Évidemment, une fille de milliardaire ne peut pas travailler à McDo pour payer ses études. Ils éclatèrent de rire. François avait découvert que Juliette avait hérité de l'humour d'Isabelle. Cette capacité à trouver de la joie même dans l'adversité, au fait, dit-elle en servant le dessert, j'ai une autre nouvelle. Encore, tu me gâtes. J'ai rencontré quelqu'un. François faillit s'étrangler avec son café. Quoi? Qui? Quand? Comment? Du calme, papa. Il s'appelle Thomas. Il est des médecins. On s'est rencontrés à la bibliothèque universitaire. Et non, tu ne peux pas lui faire passer d'interrogatoire. Ah si, c'est mon droit de père. 26 ans de retard à rattraper. Juliette le regardait avec tendresse. Ce père protecteur qui découvrait sur le tard les joies et les angoisses de la paternité la touchait profondément. Tu l'aimeras, j'en suis sûre. Il te ressemble un peu. Ah bon, physiquement? Non, moralement, il a cette même droiture, cette même générosité que toi. François se sentit ému. Sa fille avait choisi un homme qui lui ressemblait. C'était le plus beau des compliments. Minuit, chambre de François avant de se coucher. François avait pris l'habitude de regarder la photo d'Isabelle posée sur sa table de nuit, pas avec tristesse comme avant, mais avec reconnaissance. « Merci, mon amour », murmura-t-il. « Merci de m'avoir donné la plus belle des filles. Merci de nous avoir menés l'un vers l'autre. Ton amour a été plus fort que la mort, plus fort que le temps, plus fort que la haine. » Il éteignit la lumière et s'endormit paisiblement, pour la première fois depuis 26 ans. François Lemoine dormait sans cauchemar, dans la chambre d'à côté. Juliette caressait sa chaîne en or, en pensant à sa mère. Demain, elle commencerait sa nouvelle vie d'étudiante en droit, avec un père qui l'aimait, un avenir qui s'ouvrait, et la certitude qu'Isabelle Mercier veillait sur eux. L'amour éternel inscrit sur le mur de la cabane maudite avait trouvé son accomplissement. 26 ans après sa mort, Isabelle avait enfin réuni sa famille, et quelque part dans les étoiles, elle souriait,